silence. C'est ça l'Europe, top générique. C'est ça l'Europe? C'est ça l'Europe? Et l'Europe est-elle verte? En tout cas, elle est pleine de bonnes intentions. L'Europe veut être à la pointe du combat contre le réchauffement climatique. Elle promet de consommer moins à l'avenir et surtout de consommer des énergies renouvelables. Et cette préoccupation environnementale se traduit parfois dans de petites choses du quotidien. Par exemple, l'Union européenne va imposer cette année des règles pour que votre sèche-linge soit plus vert. Tout ça intéresse évidemment Chloé, notre consommatrice européenne modèle. Il était une fois une jeune femme qui s'appelait Chloé. Son but dans la vie, sauver la planète de tous les pollueurs et autres malfaisants. Elle aimait donc les moulins, ces grands moulins qu'on voyait parfois dans les champs. Ils apportaient confort et énergie sans aucune pollution, pensait-elle. Mais dans son pays, tout le monde n'était pas d'accord. Et parmi les opposants, son papy Paul Quichotte. Lui, il était l'ennemi de ces grandes machines tournantes. Il n'en voulait pas chez lui. Pas de pollution, disait-il. Et le bruit alors? Mettez-les donc en mer si vous voulez, mais pas dans mon jardin. Et il ajoutait, avec ce genre de bidule, nos maisons gagnées à la sueur de notre front n'auront plus aucune valeur. Que laisserons-nous à nos enfants? Des biens que personne ne voudra acheter? Chloé lui répondait, et toi avec ton charbon, ton pétrole, ton nucléaire, que leur laisseras-tu? Un champ de ruines? Une décharge surchauffée? Un désert irradié? Cela durait depuis des années. Chloé et ses amis défendaient les moulins, Paul et ses partisans n'en voulaient pas. Pendant ce temps, la planète se réchauffait, l'air devenait de plus en plus irrespirable, et quelques manias du pétrole, du gaz, du charbon ou du nucléaire s'en mettaient plein les poches. Alors, l'Europe peut-elle sauver la planète ou peut-elle en tout cas y contribuer? On en parlera avec Sandrine Bélier. Elle est française, députée européenne dans le groupe des Verts et elle viendra nous rejoindre dans quelques instants ici sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Et comme toujours dans cette émission, Isabelle Heusen, qui adore prendre l'air, partira en balade. Et quelque chose me dit, Isabelle, qu'aujourd'hui, vous n'allez pas respirer que de l'air pur. Où êtes-vous ? Alors aujourd'hui, Paul, je suis dans un endroit qui, paraît-il, fait rêver beaucoup d'hommes. Je suis au Salon de l'Auto et si nous y sommes, c'est essentiellement pour répondre à une question, la voiture propre, rêve ou réalité? Mais avant cela, Paul, je vais au charbon dans le sens premier du terme, car nous irons à la rencontre d'un livreur de charbon qui, depuis quelques années, a beaucoup de travail. Voilà, c'est le programme du jour. À tout à l'heure Isabelle. Et savez-vous que manger trop de viande de bœuf détruit la planète? C'est ce qu'affirment les Amis de la Terre qui viennent de publier avec l'aide de l'Union européenne un atlas de la viande. On va rejoindre Marta Messa de l'organisation Slow Food. Marta Messa, expliquez-nous le rapport entre manger trop de steak et l'environnement. Il y a un rapport très direct et très fort. Aujourd'hui en Europe, on consomme beaucoup, on mange beaucoup de viande à un prix très bas. Ça veut dire que pour répondre à cette demande-là des viandes, il faut produire vite beaucoup. Donc on voit l'extension de l'élevage intensif où les animaux sont nourris, la bétail est nourrie avec des céréales qui sont cultivées sur un tiers du terrain arable au niveau mondial et ce sont des monocultures, donc il veut dire que pour pousser, ils doivent être traités avec beaucoup d'engrais, avec beaucoup de pesticides qui ont des conséquences énormes sur la biodiversité, l'eau, l'air, le sol. Alors Marta Messa, pour sauver la planète, il faut se mettre aux légumes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire beaucoup et aussi avec du plaisir, c'est-à-dire on peut manger moins de viande, on peut manger de la viande de qualité, donc aller directement chez les producteurs qui on connaît travaillent dans le respect de l'environnement et des animaux. On peut manger des types différents de viande, il n'y a pas seulement le poulet et les porcs, et aussi des coupes différentes de viande, il n'y a pas seulement le filet.
Merci Martha Messa. Et la qualité de l'environnement, ça vous préoccupe manifestement. Voici quelques-unes de vos réactions recueillies sur les réseaux sociaux. Il est plus que temps d'abandonner les mirages des énergies pseudo-renouvelables qui n'ont en fait rien d'environnemental ou de durable. Utiliser une énergie, le nucléaire, dont les effets néfastes, les déchets, courent sur plusieurs milliers d'années, c'est inconscient et égoïste. On ferait mieux de ne plus acheter de voiture pour le moment, il y a déjà un engorgement trop important. Voilà donc ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux et je vous présente Sandrine Bélier. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne dans le groupe des Verts. Alors franchement, est-ce qu'avec la crise, l'environnement n'est pas devenu une préoccupation de seconde zone pour l'Europe et le reste du monde ? Non, l'environnement reste une préoccupation primordiale pour l'Europe. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que nous avons un certain nombre d'entreprises, de gouvernements et mes collègues députés européens qui sont un peu frileux à engager la transition énergétique, à engager la transition écologique de notre économie. Donc il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être prises et qui sont porteuses d'innovation, porteuses d'emploi, qu'on aurait pu prendre dès le lendemain de la crise de 2008, qui aujourd'hui font encore l'objet de discussions et les entreprises nous disent il nous faut un peu plus de temps. Et il y a ce réflexe de conserver ce vieux modèle, le vieux modèle de production, le vieux modèle industriel, alors même que chacun d'entre nous mesure les limites de ce modèle, notamment avec l'augmentation du chômage, et que dans le même temps, une vraie politique ambitieuse en matière environnementale et énergétique, chacun, et on a un certain nombre d'études de la Commission européenne elle-même, qui nous démontrent que c'est créateur d'emplois dès maintenant, et puis à moyen et long terme. Mais précisément, on voit que certains pays, comme l'Allemagne ou l'Espagne, retournent à des vieilles énergies, comme le charbon par exemple. Comment vous expliquez ça ? C'est logique de court terme, mais alors de vraiment très court terme. Plutôt que d'avoir un comportement et faire des choix politiques d'investissement, on en revient aux méthodes et notamment aux énergies d'hier. Cela dit, l'Allemagne a fait un choix. Elle a abandonné le nucléaire et c'est pour ça qu'elle doit bien compenser. C'est ce que j'allais vous dire. L'Allemagne, dans l'usage du charbon, c'est transitoire. C'est transitoire. Elle a une vraie politique de développement des énergies renouvelables, une vraie politique de mix énergétique. Et puis, l'effort qu'il va falloir faire pour l'ensemble des États membres, au-delà du choix des énergies renouvelables, c'est la réduction de notre consommation et de mettre en place, que ce soit dans les transports, donc ça c'est aussi une responsabilité des constructeurs automobiles, notamment dans le bâtiment, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est ça, consommer moins. À partir du moment où on consomme moins, on a moins besoin de produire. Et par exemple, pour l'exemple de l'Allemagne, qui produit son électricité au charbon en compensation du nucléaire, en réduisant la consommation, en développant les énergies renouvelables, elle arrivera, en tout cas c'est l'objectif qu'elle s'est fixé, à ne plus produire ni par le nucléaire ni par le charbon. Mais des pays comme la Pologne par exemple, dans un pays comme celui-là, on sait que les mines de charbon, c'est vital. Vous dites aux Polonais, fermez vos mines et vos centrales de charbon ? Alors je ne le dis pas, c'est difficile, et le cas de la Pologne est différent de celui de l'Allemagne, parce que y a une question culturelle en Pologne. Le charbon a une place importante dans la production énergétique. Il y a cette crise du gaz qu'il y a eu avec la Russie et donc ce désir de la Pologne de trouver l'indépendance énergétique. Après, c'est un choix politique encore. Faire le choix des énergies fossiles ou faire le choix d'investir dans les énergies renouvelables. Quand vous dites le charbon c'est vital, quand on sait aujourd'hui le coût en termes de santé publique que ça représente le charbon et notamment l'exploitation du charbon et sa consommation pour le peuple polonais, c'est la plus polluante et aujourd'hui c'est près de 8 milliards par an à la charge des Polonais et du gouvernement polonais en termes de santé publique. Alors, on va rejoindre Isabelle qui a promis d'aller au charbon. Et Isabelle, je crois que vous êtes avec quelqu'un, un citoyen qui essaye d'avoir chaud pour pas cher.
Alors Paul, comme vous le voyez derrière moi, eh bien ici on est en train de livrer du charbon. On aurait pu croire que le charbon datait d'une autre époque. Eh bien non, le charbon revient en force et c'est Monsieur Detis qui livre ce charbon et vous le livrez chez Monsieur Enrard. Bonjour à tous les deux. Alors Monsieur Detis, vous avez vraiment constaté ces dernières années une réelle augmentation de la demande en matière de charbon? Oui, surtout ces 2 dernières années où on peut dire qu'on a plus que doublé notre tonnage. Au point même que vous avez abandonné les autres combustibles que vous faisiez avant. Oui, de toute façon, il y a 5-6 ans d'ici, peut-être 7-8 ans, j'ai abandonné les combustibles liquides et tout ça pour me diriger plus sur les combustibles solides et investir dans ce sens-là. C'est une chose que j'ai très bien fait d'ailleurs. Alors, pourquoi cette demande de charbon? C'est uniquement économique? Bon, au départ, c'est économique, ça c'est un fait évident, mais les personnes qui ont déjà utilisé du charbon avant tout ça, il y a un rayonnement tout à fait différent et c'est tout à fait une autre chaleur qu'on peut retrouver avec du liquide ou du gazeux. Mais en même temps, bon, le charbon, il n'a pas bonne réputation. Hein. Tout le monde dira, mon Dieu, le charbon, qu'est-ce que c'est polluant. Écoutez, là, je pense que quand on veut accentuer un peu la chose, en réalité, on a importé une chaudière allemande qui a plus de 90% de rendement et qui ne pollue pas plus qu'une chaudière mazout. D'ailleurs, on est homologué comme une chaudière mazout pour les subventions de la région wallonne. Mais si on veut une bonne chaudière, on doit y mettre le prix aussi. Il faut dire qu'un client, il faut qu'il compte plus ou moins 5 000 € pour un investissement d'une bonne chaudière en manuel chez lui, mais il est vite rentabilisé. Très vite rentabilisé? Oui, très vite, parce qu'il faut compter que si une petite installation sur 2 ans, 3 ans, son investissement est largement récompensé. En ayant chaud, bien sûr. Alors, Monsieur Enrard, donc vous avez fait ce choix du charbon, aussi, avant tout, pour une raison économique? Oui. 1000 litres de mazout, ça vaut plus ou moins 800 €. Une tonne de charbon, 375 €. Une tonne égale 1000 litres. Le calcul est vite fait. Mais le charbon, c'était votre premier choix tout de suite quand vous êtes arrivé ici? Vous vous êtes dit, je vais chauffer au charbon? Non, avant je me chauffais au mazout, mais je consommais beaucoup de mazout, entre 5000 et 6000 par an. Après, le mazout a commencé à augmenter tout doucement. Là-dessus, j'ai trouvé des autres moyens. J'ai mis 2 poêles au pelé, mais je continuais à utiliser ma chaudière pour me chauffer l'eau. Là, j'étais redescendu à 2000 litres de mazout. Une fois que le mazout est passé de 1 € pour 1 litre, ça devenait trop cher. Et donc, j'ai dû virer les deux et mettre la chaudière au charbon. Mais en même temps, ça ne vous fait pas peur, le charbon qui est quand même considéré comme une énergie très polluante? Non, le charbon, je fais vivre un produit européen qui est l'Allemagne. Le coût du transport par rapport au mazout qui vient du Moyen-Orient est beaucoup moins élevé et écologique en même temps. Alors certains diront, ah, vous avez choisi le charbon, vous vous foutez complètement d'écologie alors? Non, pas du tout. J'ai des panneaux photovoltaïques sur ma maison et en plus, je travaille dans une usine de recyclage de verre. Merci beaucoup à tous les deux. Eh bien voilà, Paul, vous l'avez constaté, ici on croit fermement au charbon. Eh bien on attend d'entendre la réaction de votre invité en studio. À tout à l'heure, Isabelle. Sandrine Bélier, ce citoyen qui a choisi le charbon, c'est un mauvais citoyen? Non. Vous savez, il faut favoriser. Moi, je fais partie de ces responsables politiques qui pensent qu'on a une vraie responsabilité et qu'il faut permettre aux citoyens des choix de consommation. Il nous disait le fioul ou le charbon. C'est vrai que c'est un peu la peste ou le choléra, en l'occurrence, et notamment sur les effets sur l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre. Mais on a aujourd'hui de très bonnes chaudières à bois. Et moi, je comprends, et surtout dans cette période de crise, un citoyen, quand il doit investir entre une chaudière à bois, une bonne chaudière à bois, ou investir dans des panneaux solaires et un chauffe-eau, ça a un coût. Et le temps du remboursement, quand bien même il est avéré qu'au final, l'énergie lui reviendra moins cher, il va peut-être plus naturellement, s'il n'est pas incité, aidé, motivé par des mesures fiscales, par des mesures d'encouragement public, se contenter d'acheter régulièrement son charbon ou son fioul et ne pas changer ses équipements. Le monde dont vous rêvez, Sandrine Bélier, c'est un monde avec plein d'éoliennes un peu partout? Non, le monde dont je rêve, c'est un monde différent dans la production énergétique que celui qu'on a connu. C'est-à-dire que ce n'est pas de la production de masse. Le monde dont je rêve, c'est un mixte énergétique et puis d'user, et selon les territoires, leurs particularités, leurs sensibilités, de faire appel à l'hydraulique quand on a la possibilité,
à l'éolien, bien entendu, au solaire, quand on est dans des régions qui le permettent. Mais alors, vraiment de choisir en fonction des territoires. Et c'est pas, non, je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que la solution, c'est de planter des grands champs d'éoliennes et de tout mettre sur l'éolien sans prendre en considération le paysage, la capacité éolienne. Hein. On ne met pas des éoliennes là où il n'y a pas de vent. Mais il y a une source d'énergie dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le schiste. Le schiste, c'est cette roche qui se trouve à 2 ou 3 000 mètres en dessous de nous et qui peut contenir du pétrole ou du gaz. Pour les Américains, c'est une mine d'or. Ils estiment qu'ils vont pouvoir se passer, grâce au schiste, du pétrole du Moyen-Orient. Pourquoi nous, on ne pourrait pas en profiter ? Alors déjà, d'une part, l'Union européenne et le territoire européen, ce ne sont pas les États-Unis. Nous avons d'autres contraintes. En termes de densité de population, en termes de territoire. Et les Américains en reviendront, je pense, très vite. D'ailleurs, ils commencent à mesurer les impacts environnementaux, notamment sur la pollution de l'eau, sur la multiplication des séismes, des micro-séismes. Les Britanniques, eux, ont décidé de se lancer dans l'exploitation de... Ce qui est totalement incompréhensible. Et en plus, les Britanniques ayant décidé de se lancer en subventionnant l'exploitation et l'exploration du gaz de schiste. Là, on revient à cette responsabilité politique. Pourquoi ne pas plutôt subventionner le développement des énergies renouvelables et investir sur une énergie qui est en train de faire la démonstration dans son exploitation du danger qu'elle présente pour l'environnement et pour la santé publique? Sandrine Bélier, je suppose que vous faites vos courses de temps en temps, que vous allez au supermarché, que vous achetez des légumes. Et ces légumes, vous les mettez dans quoi ? Dans un petit sac en plastique. On en parle dans quelques instants. Les sacs en plastique, c'est une plaie pour l'environnement. On regarde tout d'abord ce reportage de Lucie Dendoven. Après de grosses marées, la mer du Nord charrie sur nos plages une quantité incroyable de plastique. Pas moins de 100 kilos par kilomètre de plage. Pas étonnant que les animaux marins en paient les conséquences. Sommige zeezoogdieren en ook vogels die eten dat plastic. Ze denken dat het voedsel is en dat is natuurlijk niet goed. On sait que tous les animaux marins maintenant avalent du plastique. Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Maar er is ook veel plastic in zee. C'est ce qu'a trouvé sur son chemin ce jeune rorqual, retrouvé échoué au printemps dernier sur la plage de Nieuport. Les biologistes croyaient cette petite baleine morte d'épuisement, mais l'autopsie a révélé tout autre chose. Les plastiques vont obstruer l'estomac, il n'y a plus aucun flux alimentaire possible à cet endroit-là, parce que c'est un véritable bouchon qui bloque le passage. Et donc, avec le temps, l'animal a commencé à maigrir de plus en plus, jusqu'à avoir des conséquences de cet amaigrissement extrême, c'est-à-dire des fuites de liquide dans les différents organes, tels que le poumon. Le plastique tue, mais il ne fait pas que cela. Après quelques années dans l'eau, voilà à quoi il ressemble, à des petites pastilles dont ce laboratoire a analysé le contenu. Wat merken we is dat voor microplastics op het strand dat we zeer hoge concentraties hebben van oliecomponenten. Sommige microplastics vertonen eigenlijk een dieselprofiel, andere hebben meer het benzineprofiel. Dus we hebben een heleboel verschillende oliecomponenten. À côté des hydrocarbures, les microplastiques attirent d'autres polluants présents dans l'eau, comme les PCB et la dioxine, des polluants 5 à 7 fois plus concentrés autour du plastique que partout ailleurs en mer. Les microplastiques et leurs polluants sont bien présents dans l'eau, mais sont-ils assimilés par de petits organismes vivants comme les crevettes ou les moules? Ons onderzoek toont aan dat die microplastics niet in de darm zitten, maar in het weefsel. En een keertje die micropartikels in het weefsel zitten, ja, komt dat niet meer in de darm terecht. Met andere woorden, ook mosselen. Maar daar hebben we geen evidentie van, dat moeten we verder onderzoeken. Maar ook mosselen van bij kwekers, vermoeden wij, bevatten lage concentraties van microplastics. Voici la coupe transversale d'une moule et ce petit point fluo, c'est une microparticule de plastique dans sa chair. Pas de quoi alarmer les mangeurs de moules car elles ne présentent pas un risque pour leur santé. Reste que le plastique a désormais intégré notre chaîne alimentaire, 60 ans seulement après son invention. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Sandrine Bélier, c'est effrayant ce qu'on vient de voir. C'est infect même.
La situation dure depuis un moment. Il y a beaucoup d'associations de protection de l'environnement, et notamment Surfrider Foundation, qui dénonce cette situation en Europe, dans nos mers, depuis un certain nombre d'années. Et il aura fallu attendre début 2014 pour que le Parlement européen enfin interpelle le Conseil et la Commission pour qu'on prenne très sérieusement en compte la gestion de nos déchets plastiques et que l'on aille vers une interdiction des sacs plastiques à usage unique sur le territoire européen. On les remplace par quoi alors c'est assez simple. Vous me demandiez si quand je vais faire mes courses, je prends mes légumes dans un petit sac plastique. Non, aujourd'hui j'ai un cabas, aujourd'hui j'ai un caddie, ils en font de très beaux. C'est d'ailleurs une bonne idée cadeau. Et puis des sacs en tissu ou des cabas comme ils les font maintenant, qu'on peut garder plusieurs années. Et alors Sandrine Bellier, vous avez quoi comme voiture? Une petite voiture pourrie et ancienne qui pollue beaucoup, ou une voiture de luxe, moderne, qui respecte l'environnement? Alors je dois être une des rares exceptions, et je passe un peu pour un extraterrestre, mais je n'ai jamais eu de voiture de ma vie. J'utilise l'autopartage quand j'ai besoin d'un véhicule, qui est un système en France et qui a été lancé en Alsace, où vous pouvez louer une voiture pour 1 heure, pour une demi-heure, et covoiturer. En tout cas, on va vous emmener maintenant au Salon de l'Auto de Bruxelles, où nous attend Isabelle, qui va jouer pour nous l'hôtesse de ce salon. Et vous êtes sur quel stand, Isabelle ? Alors sur ce stand, il n'y a que des voitures allemandes, il y a de petites cylindrées, des gros 4x4, des voitures à l'essence, des voitures électriques, des voitures hybrides, il y a vraiment de tout. Alors Monsieur Ponteville, sur ce stand, est-ce qu'il existe des voitures qui n'émettent pas du tout de CO2 ? Oui, une voiture qui n'émet aucun CO2 est une voiture électrique, il y a donc 0 émission. Au-delà, il y a des voitures au gaz naturel qui se situent dans les 70 grammes, diesel avec 80 grammes et essence à moins de 100 grammes. Alors ces voitures qui émettent peu ou très peu de CO2, elles coûtent cher encore aujourd'hui. C'est un peu la situation paradoxale dans laquelle les constructeurs se trouvent. La technologie pour arriver à résoudre ces problèmes complexes est relativement chère. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de technologie bon marché pour résoudre des problèmes complexes. Et donc, les voitures ont tendance à augmenter de prix pour satisfaire à une série de normes qui deviennent de plus en plus exigeantes. Mais d'un autre côté, nous sommes ici au Salon de l'Auto et on peut observer partout qu'il nous faut en même temps vendre les voitures le moins cher possible puisque notre pouvoir d'achat n'est pas illimité et c'est vers des voitures de moins en moins chères qu'on se dirige. Et c'est là tout l'équilibre que nous pensons qu'il faut trouver entre d'une part un apport technologique conséquent et d'autre part des prix le moins cher possible. Mais comment ça se fait qu'en 2014, quand ça fait depuis des années qu'on parle de pollution, de réchauffement climatique, les constructeurs automobiles n'ont pas encore réussi à résoudre ce paradoxe? Alors en 2014, on a déjà enregistré des résultats absolument spectaculaires. Je pense à l'arrivée du catalyseur, du filtre à particules, de l'augmentation du rendement des moteurs et qui donnent des véritables résultats qui sont très sensibles aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut aller plus loin, il faut y aller pas à pas pour arriver à une mobilité qui soit le plus possible sans émission de CO2. Mais certains diront qu'il y a peut-être un peu de mauvaise volonté de la part des constructeurs automobiles. Greenpeace, par exemple, dit Volkswagen peut, mais ne veut pas. Vous leur répondez quoi? Le groupe Volkswagen s'est engagé à être leader en matière de respect de l'environnement. Nous voulons montrer l'exemple, et cela pour l'ensemble des modèles. Et aujourd'hui, cela a des conséquences très concrètes, puisque les émissions de CO2 ne cessent de diminuer. Merci, Monsieur Ponteville. Eh bien voilà, Paul, en studio au Parlement européen. Que pense votre invité de tout cela? Merci Isabelle. On va lui demander immédiatement, réaction, Sandrine Bellier. Je pense que les constructeurs automobiles ont une vraie responsabilité aujourd'hui dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et je partage cette idée et déception qu'il n'est pas anticipé, parce qu'en effet, le problème, on le connaît depuis un moment, et que dans leur choix de développement industriel, il n'est pas davantage investi sur l'innovation. Mais l'Europe impose des normes aujourd'hui aux constructeurs. Vous savez, l'innovation est aujourd'hui ce que font un certain nombre de constructeurs automobiles. Malheureusement, j'ai le sentiment que sans normes, ils ne feraient pas ce qu'ils font déjà. Et en même temps, ça me paraît assez logique. Encore une fois, c'est une question de responsabilité. Les entreprises, les industries ont besoin d'avoir un objectif et assez stable pour savoir si les investissements qu'ils vont engager
vont pouvoir, entre guillemets, être rentables et si la norme ne va pas changer, etc. etc. C'est l'objet et la raison aujourd'hui pour laquelle nous voulons, nous les écologistes et j'espère, et en tout cas l'ensemble du Parlement européen a voté en ce sens, fixer des objectifs en termes de réduction des émissions de CO2, en termes d'engagement général de lutte contre le dérèglement climatique, ambitieux, contraignant, pour donner un cap à l'ensemble des industries, automobiles et les autres, à l'horizon de 2030, et de faire l'effort et d'investir dans ce qui permet, d'une part, ce qui est bon pour la planète, on réduit la pollution, et puis d'autre part, parce que c'est intimement lié, ces voitures qui consomment moins, c'est aussi un coût qui est moindre pour le conducteur, pour le citoyen. Merci Sandrine Bélier d'être venue sur notre plateau. Je signale que vous venez de publier tout récemment un livre qui s'intitule « La biodiversité, une chance, nous avons un plan B ». Voilà, on va retrouver Chloé, notre citoyenne européenne modèle, qui a feuilleté son grand livre d'histoire. Attention, âme sensible, ne regardez pas cette rubrique. Pollution, sa vie, son œuvre. Né au XIXe siècle de père industriel et de mère du Nord, Pollution grandit sans faire trop de vagues. Elle passe son enfance à jouer au petit train et se met rapidement à collectionner les voitures, les usines. Très jeune, elle se met à fumer. En 1945, après de longues études scientifiques, Pollution présente son premier grand projet, un champignon de 12 000 mètres de hauteur, Hiroshima, un projet qui a fait du bruit. En 1967, assoiffé de grandeur, Pollution nous offre une création sans pareille, une œuvre intitulée Marée Noire. D'autres œuvres suivront, toujours sur le même thème. Quand on tient un bon filon, faut pas le lâcher. Des œuvres qui coûteront les yeux de la tête, oui, mais la maîtrise de l'utilisation du noir vaut son pesant d'or. En parallèle, Pollution travaille nuit et jour sur un projet que nous découvrons en 1985. Cette année-là, notre staccanoviste nous présente son fameux trou dans la couche d'ozone. Et c'est le buzz, la réédition assurée avec un nouveau record chaque année. Un an après, Pollution part à Tchernobyl. Encore un projet qui cartonne. Pollution fait des ravages, on ne parle plus que d'elle. Et elle ne finit pas de nous étonner puisqu'entre-temps, Pollution lance sa gamme de produits dérivés. Comme ce masque à gaz porté quotidiennement à partir de 2023, qui met en valeur la nuque et laisse respirer le poil. Ou encore ce pull à 3 manches de 2036, 80% récup et 20% peau de fesse. Pour 2050, Pollution planche sur un projet d'envergure de haut niveau mondial, et ce grâce à son plus grand sponsor, l'être humain. Ça promet d'être grand, d'être énorme. Ça va être une tuerie. On va tous mourir. Bon, je vous avais prévenu, évidemment, le pire n'est pas inévitable. Les pulls à 3 manches ne sont pas une fatalité. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de notre magazine. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur le site de TV5 Monde ou de la RTBF. Et bien sûr, nous écrire « Protéger la planète, c'est ça l'Europe ».